Bonjour à tous. Aujourd'hui, une interview et une discussion extraordinaire avec Chris Esson. Au cours des 10 dernières années, Chris Esson, en tant qu'ingénieur travaillant dans l'industrie de la robotique, vous avez développé une passion pour les phénomènes inexpliqués, réfutés par la science officielle, et plus particulièrement pour le phénomène OVNI. De formation scientifique, médaille d'or en physique pour l'ouest de la France dans les années 80, vous vous engagez à découvrir où la science officielle s'est égarée et quelle approche alternative peut être proposée. Les résultats de vos recherches sont publiés sur vos chaînes YouTube et Odyssée et sur le site scientifique gsjournal.net. Aujourd'hui, Chris Esson, j'ai le plaisir de vous accueillir pour évoquer quelques sujets d'actualité en rapport avec le phénomène OVNI. Chris, comment allez-vous? Merci beaucoup, Elena. Bonjour à tous. C'est vraiment un immense plaisir, un immense honneur d'être invité aujourd'hui. Le plaisir et l'honneur est pour moi et pour les auditeurs. Que pensez-vous de ce qui s'est passé récemment avec les satellites d'Elon Musk, le Starlink, qui ont été mystérieusement abattus ou détruits selon les théories? Et est-ce que cela vous rappelle un autre événement qui s'est passé, notamment avec SpaceX, si vous pouvez en parler, s'il vous plaît? Tout à fait. Donc là, l'actualité est très intéressante parce que récemment, on a vu, il y a eu un article aussi de Michael Salla sur son site qui explique que la fusée SpaceX avait lancé des satellites Starlink et que 40 satellites ont disparu ou ont un problème et se sont réécrasés sur Terre. Et c'est pas la première fois que la fusée SpaceX ou que la société SpaceX a des problèmes dans des circonstances troublantes. Alors là, dans l'article de Michael Salla, il dit que ces satellites auraient été abattus depuis le sol par des armes sous contrôle de la Dark Fleet ou plutôt du Deep State, de l'État profond. Dans aussi les derniers documents, dernières publications que vous avez faites, là vous dites que Elon Musk maintenant est du bon côté de la force, si je puis dire, et que maintenant il serait protégé. Donc s'il y a eu intervention, c'est plutôt là donc l'État profond. Alors que il y a 6 ans de ça, il y avait déjà eu un premier incident, donc en septembre 2016, sur lequel j'ai travaillé pas loin d'1 an et sur lequel j'ai un dossier très solide qui démontre que là, la fusée SpaceX ce jour-là avait été détruite par un OVNI. Et il y a même eu un autre incident qui a pas fait trop de vagues, je dirais. C'est un autre satellite, le satellite Zuma. Alors là, j'ai plus l'année, mais bon, c'est il y a peut-être 2 ans de ça, 2-3 ans de ça, qui était un satellite aussi militaire, ultra secret. Et la fusée SpaceX avait eu, il y a eu un problème à la séparation au moment de la séparation entre la fusée SpaceX et le satellite, et qui était un satellite fait par la société Northrop Grumman. Et on n'a jamais trop su, mais bon, c'est pareil, ça, c'est quelque chose qui a été passé sous silence. Et donc pour moi, c'est le 3e incident étrange qui fait intervenir la société SpaceX et potentiellement des interventions extérieures. C'est extrêmement intéressant. On dirait que tout ceci est lié. Moi, j'avais eu des contacts par rapport à Toran, la personne avec qui je communique, qui est un extraterrestre. Et il m'a dit effectivement que, selon ses renseignements, les satellites d'Elon Musk avaient été détruits depuis le sol, depuis l'Europe. Alors, en recoupant toutes les informations, tout ça, Michael Salla a réussi à deviner que ça pouvait avoir été tiré depuis le nord de l'Italie, où il y a une compagnie qui travaille, je pense qu'il travaille avec le Vatican de toute façon, il travaille avec les concurrents d'Elon Musk, qui est l'État sombre, qui veulent continuer à
avoir leur système de satellites en fonction, qui sont un satellite de contrôle de beaucoup de choses. Et Elon Musk est totalement contre cela. Donc ça c'est vraiment logique. Et l'hypothèse du flash solaire qui les aurait dégommés, enfin je veux dire, c'est les satellites Starlink ont essuyé des flashs solaires beaucoup plus importants sans problème. Donc voilà. Donc il y a vraiment une intervention à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc là, effectivement, là-dessus, on a très peu d'infos, mais effectivement, 40 satellites d'un coup, et effectivement, ce que dit l'article et donc les informations que vous avez reçues, c'est que l'intensité du flash solaire ou de la tempête solaire était 1000 fois plus faible que ce qu'ils ont déjà eu comme tempête solaire. Donc c'est très peu crédible. Et donc pour revenir à l'incident qu'il y a eu en 2016, là on a des vidéos à haute, je trouve plus le terme, à haute résolution et sur lesquelles j'ai pu faire des calculs mathématiques qui montrent que c'est pas un hasard. Donc toute la question est de savoir, on voit un objet qui passe au moment de la fusée qui explose. Donc ça se passe le 1er septembre 2016. La fusée devait être tirée, ça c'était un jeudi, elle devait être tirée le samedi. C'était juste des essais au sol, un test de remplissage de réservoir, je crois. Et bien au moment de ces essais, la fusée explose. Et quand on regarde la vidéo au ralenti, même image par image, là on voit un objet qui passe. Alors bon, il y a des oiseaux qui passent de temps en temps, et donc toute la question est de savoir, l'objet qui passe juste au moment de l'explosion, est-ce que c'est un oiseau aussi, ou est-ce que finalement c'est un objet qui a volontairement tiré sur la fusée et qui expliquerait l'explosion. Et donc toutes mes études et ma démonstration consiste à montrer que finalement la trajectoire de l'objet a des caractéristiques mathématiques qui sont totalement improbables pour être un oiseau, quoi. Donc les caractéristiques correspondent exactement à ce qu'aurait dû faire un objet s'il avait voulu tirer sur la fusée. Donc c'est ce que démontrent tous ces calculs, où en partant, c'est assez simple. Donc j'avais beaucoup travaillé sur ce dossier parce que j'avais commencé. Donc l'explosion a eu lieu le 1er septembre. Michael Salla avait déjà, dès le 2 septembre, il avait sorti un article. Et c'est comme ça. Bon, alors c'est pas avec son article, mais il y avait dans la presse, il y avait d'autres articles là-dessus qui disaient, mais c'est louche. C'est quoi cet objet qui passe pile poil au bon moment? Et ça, c'était donc dès le vendredi, il y avait des articles qui sortaient sur Internet. Et le samedi matin, moi aussi, je me suis mis à étudier les données parce que c'était un peu mon métier. Et du coup, très rapidement, j'ai démontré qu'effectivement, il y avait des choses dans la trajectoire qui n'étaient pas naturelles. Est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples, par exemple Oui, tout à fait. Donc, alors, j'avais commencé à extraire donc les coordonnées de l'objet qui passe dans l'image, et puis on voit que l'objet il ralentit, en fait sa vitesse n'est pas constante. Donc de là j'en suis venu à me dire c'est comme s'il prenait un virage, c'est comme si l'objet prenait un virage, et donc j'ai pu estimer là. Donc alors Elon Musk avait aussi, quand il y a eu l'accident, il avait lancé une annonce sur Internet en disant toutes les données de la télémétrie sont normales, on comprend pas, on s'est fait et il disait cet objet a tiré sur la fusée. C'est ce Elon Musk affirmait ça. Il disait même c'est ses concurrents ont tiré sur la fusée. Il y a eu une enquête, des enquêteurs sont allés sur un bâtiment pas très loin, à 1 kilomètre ou deux du site, soi-disant tenu par des concurrents. Alors Boeing et peut-être Lockheed, je ne sais plus, oui, Boeing et Lockheed. Et l'enquête n'a rien donné, mais donc c'est ce qu'affirmait Elon Musk. Et
Et il avait fait un appel sur Internet pour dire, si quelqu'un a des infos à donner, envoyez-nous les données. Bon, donc moi, j'avais bouclé tous mes calculs vers mi-septembre. C'est à ce moment-là qu'il a fait un appel sur Internet. Donc j'ai envoyé mes données à la société SpaceX et à Elon Musk. Bon, j'ai jamais eu de confirmation qu'ils avaient bien pris en compte. J'ai juste envoyé. Bon, je sais pas s'ils en ont vraiment tiré parti, mais en tout état de cause, il y a eu une réponse ou disons l'enquête menée par SpaceX a conclu à l'explosion d'un réservoir d'hélium qui est neutre et qui ne devrait pas exploser. Et les vols ont été réautorisés en début janvier, mi-janvier. Donc 4 mois après une explosion, on dit c'est pas grave, tout va bien, vous pouvez continuer à tirer des fusées, ne changez rien. Il y a un défaut de conception sur le réservoir d'hélium, mais c'est pas grave, vous avez l'autorisation de continuer. Donc c'est ça, donc c'est il y aurait un vrai défaut sur la conception du réservoir d'hélium, ils n'auraient peut-être pas eu l'autorisation de continuer à tirer. Et donc moi, en étudiant les coordonnées, donc en partant de cette hypothèse que ça fait que l'objet fait un virage, j'ai pu calculer les coordonnées en profondeur juste avec une hypothèse que finalement la vitesse est constante. Donc j'avais 3 coordonnées en x et en y, il manque la coordonnée en profondeur, mais l'astuce de dire la vitesse totale est constante m'a permis de retrouver l'inconnu de la profondeur. Et à partir de là, j'ai pu calculer, je savais aussi dans la vidéo originale, il y a 12 secondes entre l'explosion, l'image de l'explosion et l'arrivée du son. Donc 12 secondes, sachant que le son fait 330 mètres par seconde à peu près, donc il fait 3 secondes 1 kilomètre, donc 12 secondes, ça fait distance de 4 kilomètres. Donc je savais exactement où était placée la caméra à 4 kilomètres, j'ai pu reconstituer toute la scène en simulation. Et donc ça, c'est des choses que j'ai fait plutôt en début 2017, et ça m'a permis de découvrir, par exemple, que l'objet passe exactement à 100 mètres exactement de la fusée. Donc déjà, c'est exactement 100 mètres 00. C'est curieux. Et après, on trouve qu'il a une courbe d'accélération qui correspond donc, l'objet s'approche, mais et il ralenti, il freine. Enfin, disons, au début, il a une accélération très forte et son accélération baisse, et après, il resserre son virage, il repart et il tire exactement au bon moment, quoi. Et on voit aussi, il y a une caractéristique très importante, c'est ce qui s'appelle la vitesse de rotation, la vitesse angulaire. Et la vitesse angulaire est exactement égale à 1 radian par seconde. Et 1 radian par seconde, ça donne des propriétés mathématiques incroyables. Et donc, on peut pas dire on va pas demander à un oiseau de prendre un virage à 1 radian par seconde. Et en termes mathématiques, en fait, quand un objet prend un virage à 1 radian par seconde, donc dans les caractéristiques d'une trajectoire, ce qui est intéressant, il y a la vitesse, il y a le rayon de courbure et il y a l'accélération. Donc en G, où la vraie unité, c'est les mètres par seconde carré. Et donc, dans les unités officielles, on trouve avec 1 radian par seconde, la vitesse, le rayon de courbure et l'accélération sont égales. OK. Donc c'est une propriété mathématique. Donc là j'ai compris que l'objet a voulu envoyer un message, parce que c'est pas un oiseau qui va décider de prendre un virage à 1 radian par seconde. Et donc je me suis dit là c'est incroyable, c'est vraiment quelque chose d'intelligent qui a tiré sur la fusée. Et en plus il y a eu un message qui a été envoyé à ce moment-là.
Qu'est-ce que vous pensez que ce message pouvait être et à qui était-il destiné, selon vous? Et donc le fameux chiffre. Donc j'avais trouvé, quand j'avais publié mes premières données en mi-septembre 2016, c'est-à-dire 15 jours après l'accident ou l'attentat, j'avais trouvé que la vitesse de l'objet, c'était 2800 km/h. Et qu'au moment du tir, il prenait son virage à 80 G. Donc au début, il avait une accélération phénoménale à 400 G, donc ce qui est énorme, et il prenait son virage à 80 G. Donc j'étais resté, moi, sur ce chiffre, 2800 km/h et 80 G. Ouais, un oiseau fait pas ça. Bon. Mais donc, disons qu'un oiseau serait plus près. Un oiseau serait à 100 mètres et il irait peut-être à 100 km/h. Mais donc, il serait 40 fois plus près. Et donc, dans l'image, il passerait à la même vitesse. Mais sauf qu'en réalité, il irait 40 fois moins vite. Mais il y aurait pas quand même ces propriétés mathématiques. Et 2800 km/h, c'est 777 mètres par seconde. Et 80 G, c'est 777 mètres par seconde carré. Et le rayon de courbure, ça c'est 784 et quelques, mais bon, à 1% près, ça donne 777. Et le rayon de courbure, c'est 777 mètres. Oh là, c'est intéressant ça. Il y a vraiment un message, hein, il y a quelque chose là. Et l'altitude était autour de 77 mètres. Donc voilà, donc c'est ce que montre mon étude. Et après, j'avais eu beaucoup d'échanges sur Internet avec des gens sceptiques qui disent non, mais c'est n'importe quoi, c'est un oiseau. Et puis bon, donc j'ai voulu calculer la probabilité que pour essayer d'avoir un chiffre objectif. Bon, ok, c'est quoi la probabilité que un oiseau ou la trajectoire d'un oiseau présente toutes ces caractéristiques mathématiques? Et puis, c'est quoi la probabilité que du coup, ce soit pas un oiseau, que ce soit un objet intelligent? Et là, j'arrive avec toutes les caractéristiques mathématiques de cette trajectoire à montrer que j'obtiens une probabilité à peu près de 1 chance sur 1 million
pour que ce soit complètement le hasard et que ce soit un oiseau qui passe au moment où la fusée explose, et que les calculs donnent exactement 100 mètres, que la vitesse angulaire donne exactement 1 radian par seconde, que ça nous donne, en plus la trajectoire c'est une ellipse. Bon, donc tout ça, j'arrive, je dis bon, ok, pour la probabilité pour que ce soit un oiseau, c'est 1 chance sur 1 million. Donc la probabilité pour que ce soit un objet intelligent qui a volé, qui du coup a tiré sur la fusée, c'est 99,9999%. Voilà. C'est vraiment incroyable. C'est tellement logique. Et vous savez, moi, enfin, quand j'ai regardé la vidéo que vous m'avez envoyée, on voit cet objet qui passe. Si c'était un oiseau, ok, cet objet, il a l'air elliptique, comme une soucoupe volante au départ. Si c'était un oiseau qui volait, admettons qu'au départ, il a cette forme parce que les ailes sont repliées. Mais un oiseau, ça fait ça. Donc, tout le long, il garderait pas la même forme. Oui. On verrait un bout d'aile, ou vous voyez, mais non, ça reste elliptique. Tout à fait. La forme ne se transforme pas. Donc, c'est pas un truc qui fait ça. c'est ce qui m'a. Il y a même un autre effet aussi dans la vidéo. À un moment, il y a eu une des images où on voit l'objet est éclairé par le dessus, alors que la fusée est en train d'exploser, et donc elle devrait envoyer un flash lumineux. Et bon, alors si c'est un oiseau, il est devant, il est pas à 4 km, parce que sinon il volerait à 2800 km/h, donc il peut pas être à 4 km. L'oiseau, il est à 100 mètres ou 200 mètres. Ouais. Donc si c'était un oiseau, il serait éclairé à contre-jour. Et oui. Par le flash de la fusée, l'oiseau serait éclairé à contre-jour. Oui. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est que la lumière est par le dessus. Et j'ai expliqué, alors pourquoi la lumière, le flash lumineux est sur le dessus et non pas finalement sur le côté, parce que l'objet est à peu près à la hauteur de la fusée, donc il devrait être éclairé sur le côté. Et j'ai expliqué que c'est un effet de relativité générale par la déformation de l'espace-temps, que l'espace est déformé et donc que la lumière finalement arrive par le dessus. Donc ça, j'ai des vidéos sur ma chaîne, sur ma chaîne Odyssée, qui explique ça. C'est la vidéo numéro 10 qui montre la déformation de l'espace-temps et l'éclairement de l'objet par le dessus. Waouh, c'est vraiment intéressant. Donc, je veux dire, il y a pas de doute. Et aussi, quand on zoome, enfin vraiment, à n'importe quel moment dans cette vidéo, si on pose n'importe quel moment, n'importe quelle fraction de seconde et on fait un élargissement zoom, moi je me suis amusée à ça sur Photoshop, c'est toujours la même forme et on voit cette ellipse, ce ballon de rugby, mais bon, c'est certainement une soucoupe volante, ça a l'air d'être ça, et on voit un petit dôme au-dessus et un petit truc en dessous, mais c'est toujours la même chose. Et on voit un halo autour. Est-ce que vous pouvez me parler de ce halo? Qu'est-ce que peut être ce halo autour? Oui. Alors, pour moi, ça peut être deux choses. Soit effectivement, ça peut être de l'énergie, donc une différence d'énergie entre l'objet et puis le vide autour, hein, ou l'espace autour. Mais après, les effets de compression vidéo, je sais pas dire dans quelle mesure on voit vraiment de l'énergie ou un effet dû à la compression vidéo, la compression JPEG ou d'autres effets d'encodage vidéo. Donc c'est pour ça que dans les discussions que j'avais moi à l'époque, c'était je m'arrêtais uniquement à tout ce qui était inattaquable et donc les calculs mathématiques plutôt que de l'interprétation, parce que là chacun peut dire ce qu'il veut. Donc comme on peut pas trancher, c'est des débats où c'était très difficile, c'est très difficile de trancher. Donc là, moi je préfère l'approche purement mathématique et les probabilités et voilà. Et donc là c'est incontestable les résultats qu'on obtient. D'accord. Alors pour répondre à la question finalement, alors pourquoi ce message 777 et qui a pu l'envoyer? Moi je me dis 777 c'est le contraire de 666. Donc à l'époque, mon argument, j'avais publié dans le magazine Top Secret un article là-dessus justement, et je concluais que pour moi, ça devrait être une race bienveillante qui a fait ça. C'était ma conclusion, parce que déjà, si c'est, on sait avec les livres de Michael Salla, tout ce que vous déclarez, de toute façon que aussi il y a cette technologie peut être maîtrisée par certaines sociétés américaines, par exemple comme Lockheed Martin, et donc cette technologie pourrait être terrestre maintenant. Donc pourquoi pas, comme disait Elon Musk, c'est un engin, ça peut être les concurrents qui ont envoyé un drone donc supersonique qui aurait pu tirer sur la fusée.
Bon, mais est-ce qu'un concurrent aurait envoyé le message 777? Bon, c'est déjà, il s'embête à faire, disons, à abattre la fusée. Pour aller penser d'aller envoyer ce message, bon, c'est quand même compliqué. Bon, si maintenant c'est une race négative qui cherche à faire ça, pourquoi ils auraient envoyé ce message aussi et pourquoi 777? Donc, pour moi, la conclusion la plus logique, c'est que c'était plutôt une race extraterrestre et positive ou protectrice. Et donc, pour moi, 777, c'est le message des anges ou le code des anges. Oh, c'est extrêmement intéressant. J'aimerais revenir sur le réservoir d'hélium. Vous avez mentionné un réservoir d'hélium ne peut pas exploser de lui-même. Pourquoi? En fait, l'hélium est un gaz neutre. L'hélium est un gaz neutre, donc il faut un peu l'aider pour exploser. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que l'objet a envoyé un rayon d'énergie, une arme à énergie dirigée. Donc on le voit pas, hein, on le voit pas, mais il y a cette énergie qui a été envoyée. Et ce que j'explique aussi dans l'une de mes vidéos, c'est que l'objet ne peut pas tirer de travers. Il est obligé de tirer quand il est à angle droit par rapport à sa trajectoire, parce que c'est ce que nous apprend la relativité générale, c'est que la déformation de l'espace-temps, la courbure de l'espace-temps, va courber les rayons lumineux ou les rayons d'énergie. Les ondes électromagnétiques aura une trajectoire courbe dans un champ de gravité. Et donc l'objet ne peut tirer. En fait, il prend un virage, mais il tire devant lui à angle droit par rapport à la courbure, par rapport à sa trajectoire. Donc c'est le seul moment où il peut tirer. D'accord. En regardant la vidéo hier soir, j'ai noté quelque chose. Au moment où la fusée explose, là il y a la première explosion, le premier jet d'explosion, l'engin non identifié est derrière un pylône par rapport à la caméra. Oui. Alors, est-ce que c'est le moment où l'engin a tiré, au moment où ça explose même, ou ma question est peut-être est-ce que cet objet, les gens qui contrôlent cet objet ou ce drone ou quoi que ce soit, auraient calculé que ça aurait été filmé de cette caméra particulière et que l'objet aurait été caché derrière ce pylône au moment où il tirait. Je sais pas, c'est juste une question que je me suis posée. Non, je pense pas. Je pense que l'arme à énergie dirigée, comme si la longueur d'onde n'est pas dans le visible, on la voit pas. Donc, D'accord. Bon. D'accord. Une coïncidence. D'accord. Eh bien, je pense que, ces conclusions, ces études sont vraiment claires et explicites. Et je pense que tout le monde se fera son idée, mais en ce qui me concerne, c'est assez criant de logique. Hein. Alors, moi, ce que j'aimerais beaucoup savoir, c'est la confirmation de effectivement quelle est la race ou donc l'organisation qui est derrière ça. Et est-ce que vous arrivez à avoir des infos, une confirmation de qui est derrière ça, quoi. Oui, je sais qu'à l'époque, avant que, d'après mes contacts, avant qu'Elon Musk change de camp et passe contrat avec une alliance terrestre, internationale et aussi spatiale, il était impliqué dans des choses avec des compagnies qui ne voulaient pas forcément le bien de l'humanité. Donc, je sais qu'il y a eu des satellites et des objets mis en orbite qui étaient censés ne pas être vraiment très éthiques. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que des êtres bienveillants ont empêché ceci? Moi, ça correspond au moment où ça s'est passé, c'était la période où la Fédération galactique tirait à vue sur des satellites en orbite, hein, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils mettent certaines technologies en orbite. Donc, et c'était au même moment, c'est dans la même période. J'en parle dans mon livre, c'est la même période. Et donc, donc ce satellite-là, c'était un satellite qui était soi-disant censé donner Facebook à toute l'Afrique, mais c'était un satellite militaire ultra secret. Donc,
On peut se poser la question, effectivement, quel était le vrai rôle de ce satellite. Voilà. Et alors, et j'ai une autre anecdote à ce sujet aussi, c'est que moi je suivais un journaliste peut-être qui raconte des choses assez surprenantes, qui s'appelle Benjamin Fulford, et qui expliquait qu'il y avait une guerre entre ce qu'ils appellent les chapeaux blancs et les chapeaux noirs, et que ça c'était à l'été 2016, c'est ce qu'il disait sur son site de juillet-août 2016, que les chapeaux blancs avaient donné un ultimatum à la cabale, ultimatum qui se terminait le 31 août. Et l'explosion a eu lieu le 1er septembre. Ah oui. Et moi je voudrais spécifier que, en fait, Elon Musk, c'est un chef d'entreprise, c'est un businessman. Et donc il prend des commandes. Il est payé pour mettre il a été payé pour mettre des choses en orbite. Alors, qui offrait le plus d'argent ou business. C'est un businessman. Donc, il n'a pas un agenda particulier. C'est ce que je veux dire. Il travaille pour le plus offrant. Et là, quand le vent a tourné et que la cabale est vraiment en déroute, bien sûr, il travaille avec ceux qui lui permettront de travailler dans l'avenir, avec l'avenir pour le futur. Et il n'a pas hésité à aller du bon côté. C'est un businessman, il n'a pas d'agenda derrière lui. J'en suis persuadée. Voilà. Donc, à l'époque, c'est très possible que cette fusée, ce satellite militaire n'avait pas les meilleures intentions. C'est l'hypothèse, hein. L'hypothèse. Oui, tout à fait. Oui. Bon, après, c'est juste moi, par rapport à mes contacts, mes données, c'est juste mon analyse aussi voilà. Donc après, les gens font ce qu'ils veulent avec tout ça. C'est voilà. Tout à fait. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour vraiment amener plus de clarté. Merci beaucoup pour amener plus de clarté sur ce sujet. Nous avons fait en langue anglaise une interview, une table ronde avec une autre personne extraordinaire, Dan Winter, au sujet de la propulsion des ovnis. Et ça a été extrêmement intéressant et je voulais en parler à nouveau avec vous en langue française pour vraiment mettre toutes ces analyses disponibles pour l'audience française. Donc, moi, j'ai reçu des informations dans mon livre. Alors, j'ai reçu des informations dans mon livre We Will Never Let You Down. On vous laissera jamais tomber. Ça va être en français bientôt. Sur la propulsion des ovnis. Alors, avec des illustrations qui ne sont pas des blueprints, des plans, c'est juste des croquis. Donc, je voulais vraiment piquer votre curiosité, mais savoir, comme on dit, au sujet de ces techniques-là. Donc, les données que l'on m'a confiées, alors il y a au niveau trois choses différentes. La propulsion, le système de propulsion, l'énergie, le moteur, la navigation, comment on pilote, mais il y a aussi le fuel, on va dire, le core engine, comme on dit. Donc, trois choses différentes. Et alors, dans les informations que l'on m'a données, on me dit, et j'ai même vu de mes propres yeux lors d'un contact physique, au centre d'un vaisseau de forme soucoupe volante, discoïdale, j'ai vu, on m'a ouvert un petit hublot et j'ai pu regarder, il y avait un tube à l'intérieur, c'était le moteur central, la puissance centrale. À l'intérieur, il y avait une espèce, alors Dan Winters me dit c'était certainement du plasma, on m'a dit ça s'appelait le frill, et c'était l'énergie aspirée du vide, concentrée à l'aide de cristaux particuliers. Et c'était dans ce cylindre. Et ce cylindre alimentait un double toroïde, un toroïde composé de deux
niveaux, de deux enveloppes. Un qui tournait vertical et un autre qui tournait horizontal, enfin un peu Voilà, donc il y a voilà. toroïdal et poloïdal. Poloïdal, c'est comme ça, et toroïdal, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de l'alimentation de ce système? Donc, alors là, pour parler de ça, on est obligé de revoir finalement de remettre en cause toutes les connaissances que l'on a, toute la compréhension que l'on a de la physique. Parce que toute notre compréhension de la physique est basée sur les hypothèses d'Einstein que le vide est complètement vide. Et donc depuis le début du siècle dernier, depuis 1905, la théorie de la relativité restreinte puis générale, eh bien la science suppose que le vide est complètement vide et que après la gravitation, c'est une courbure de l'espace. Et pour comprendre finalement le fonctionnement des ovnis, il faut déjà se reposer les bonnes questions et un peu tout remettre à plat dans notre compréhension de la physique. Et c'est tous mes travaux que j'ai effectués depuis 6 ans à peu près, parce que je m'intéresse à l'ufologie depuis 10 ans, mais au début ça a surtout été réussir à accepter ce phénomène en étudiant des témoignages, et depuis 6 ans ça a vraiment été comprendre la physique qui est derrière. Et de fil en aiguille, j'ai découvert que les hypothèses à la fois de la relativité générale et les hypothèses de la physique quantique sont fausses. De toute façon, ils sont basés sur les mêmes hypothèses d'un vide qui est vide au départ. Et puis, après, il y a un gros problème dans la physique, c'est que ces deux branches de la physique sont totalement incompatibles, et les physiciens essayent tant bien que mal de trouver une théorie unificatrice qui va expliquer tout avec les mêmes hypothèses de base. Sauf que là, aujourd'hui, tous les physiciens se grattent la tête parce que c'est impossible. Et il y a une troisième branche de la physique qui s'appelle l'électromagnétisme. Et là, c'est pareil. L'électromagnétisme, c'est l'étude, vous expliquez les ondes électromagnétiques et la lumière. Et alors, au 19e siècle, il y avait une énergie qui remplissait le vide. Le vide était rempli de quelque chose qu'on appelait l'éther. Mais toute cette notion d'éther a disparu avec la relativité générale, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les physiciens n'arrivent pas à regrouper ou à unifier à la fois la relativité générale et la physique quantique, et ils n'arrivent pas à expliquer non plus le phénomène ovni. Donc c'est pour ça que le phénomène ovni est réfuté par la science officielle, parce qu'ils disent c'est totalement impossible, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, donc circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est toutes les incohérences de la physique actuelle, c'est vraiment, c'est bourré d'incohérences, et les physiciens, on se raccroche aux branches, c'est l'impression que ça me donne. Alors que la bonne explication est très simple, il faut revenir à la physique à la fin du 19e siècle, et c'était donc cette hypothèse d'un éther qui remplit l'espace, et là, on va pouvoir comprendre comment ça marche. Donc, mais il faut déjà corriger ces hypothèses qui sont fausses depuis Einstein. Et ce que j'ai démontré aussi dans ce que j'ai trouvé, c'est que on arrive à retrouver les mêmes résultats qu'Einstein, mais en inversant toutes ces hypothèses. Et donc on explique tout ce que trouve la relativité générale, où Einstein prenait comme hypothèse que le vide est vide et que la vitesse de la lumière est constante, qui amène à un espace qui est courbe. Eh bien, si on inverse tout, on va trouver les mêmes résultats. Donc, si on inverse tout, eh bien, le vide est plein, donc il y a de l'éther, le vide est rempli d'éther. La vitesse de la lumière n'est pas constante, elle est variable. Et l'espace n'est pas courbe, il est plat, normal. L'espace, il n'y a pas de courbure de l'espace. Et on retrouve finalement, j'ai publié sur le site jsjournal.net 6 papiers scientifiques qui redémontrent que d'une part la physique dans la relativité générale, on arrive à retrouver les mêmes résultats, mais donc avec ces hypothèses inversées. Et pareil, on arrive à expliquer des phénomènes ou donc la physique quantique, par exemple l'interaction nucléaire forte au sein d'un atome, qui a aujourd'hui une explication
un peu délirantes avec la notion de gluons qui seraient des particules virtuelles qui tiennent le noyau, eh bien, c'est de la pression d'éther. Tout s'explique avec la pression d'éther qui tient les particules entre elles, qui rend le noyau cohérent. Et du coup, la physique devient extrêmement simple et à la fois la cosmologie, la gravitation et la physique quantique s'appuient sur cette notion d'éther qui remplit l'espace. Et à partir de là, donc, on va pouvoir comprendre déjà comment vole un ovni et comment il puise de l'énergie. Voilà, donc l'introduction a été un peu longue, mais il faut déjà remettre à plat ces acquis, voilà, nos croyances en fait, pour remettre à plat nos croyances en physique qui sont inversées et qui nous amènent dans une impasse. Donc maintenant, quand on repart des bonnes hypothèses, on va voir que expliquer à la fois, il y a deux choses, il y a le principe de vol d'un ovni et puis capter l'énergie. Donc ça va être ces deux sujets et je vais déjà comment. Alors pour l'énergie, donc on dit il y a cette énergie qui est présente partout, on baigne dedans. Hein, c'est comme dans l'air. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que l'air, bon, il y a une pression atmosphérique, hein, il y a un bar de pression et ça équivaut. Est-ce que vous savez à combien ça correspond finalement en force sur le corps, la pression de l'air sur notre corps? Est-ce que vous avez une idée? Non, pas personnellement. Eh bien, le chiffre est incroyable. On a 15 tonnes. Il y a 15 tonnes de pression sur le corps. Ah bon? Oui, ça paraît. Ben oui, mais on le sent pas. Non. Et quand on fait le calcul, un bar de pression sur 1 mètre carré, le corps, ça fait près 1 mètre carré et demi. Bon, ça veut dire qu'il y a une pression de 15 tonnes sur notre corps. Mais comme cette pression, elle est à l'intérieur, à l'extérieur, on la sent pas du tout. Et donc, c'est exactement pareil pour le vide. Ah. Pour le vide, il y a une pression, mais alors là, c'est des millions de fois plus. Mais cette énergie du vide, c'est quelque chose d'hyper fluide. Et donc, on ne la sent pas non plus. C'est comme quand vous êtes sous l'eau à la piscine, pareil, vous flottez. Bon, là, on va flotter dans ce vide. C'est tout le principe de fonctionnement d'un ovni qui va se mettre à flotter dans le vide. Et avant ça, donc une fois qu'on a compris que c'est cette énergie, c'est de l'énergie qui est là et qui nous baigne dedans, il faut comprendre ce que c'est la gravitation. Donc c'est la base. C'est la base pour une fois qu'on aura compris ce que c'est la gravitation, on pourra comprendre comment fait un ovni pour annuler cette gravitation. D'accord? Et donc, quand on baigne dans un fluide, toute la physique se ramène à la mécanique des fluides. Et la mécanique des fluides nous explique que c'est la météo de tous les jours à la télé. Il y a une haute pression, il y a une basse pression. Et entre les deux, il y a du vent parce que les deux vont chercher à s'équilibrer. Donc, il y a un vent qui descend de la haute pression vers la basse pression. Eh bien, ce que j'ai découvert, et ça, c'est en étudiant beaucoup les travaux de Nikola Tesla, que j'ai découvert. En fait, c'est Nikola Tesla a été c'est pour ça que j'ai un poster derrière moi. C'est parce que toute ma compréhension de la physique s'appuie sur les découvertes de Nikola Tesla qu'il a fait donc à la fin du 19e siècle. Et pour lui, c'est ce qu'il disait, c'est que il disait ça à son anniversaire à 81 ans en 1937. Il avait fait un discours et il disait en gros que la théorie de la relativité générale est vouée à l'oubli. Et donc que tout s'explique grâce à l'éther. Et donc les notions de courbure de l'espace sont vouées à l'oubli. Donc lui affirmait ça parce qu'il avait découvert ça à la fin du 19e siècle avec ses expériences sur les bobines de Tesla. C'est ce qu'il a fait. Après, tout le reste de sa vie, c'était étudier les propriétés de l'éther. Et donc, ce qu'il avait découvert, c'est que avec ces bobines de Tesla, il arrivait à modifier la pression, donc en créant des impulsions électriques très fortes avec ces bobines de Tesla. C'est exactement comme un haut-parleur. Un haut-parleur, il va créer des pressions, donc des pression acoustique dans l'air, et le haut-parleur va créer du son. Bon. Donc ça, c'est une onde acoustique, ce qu'on appelle une onde longitudinale.
eh bien, ce qu'avait découvert Tesla, c'est que avec ces bobines de Tesla qui créent des impulsions électriques, lui, il modifiait la pression du vide. Il envoyait des impulsions dans le vide et il changeait la pression du vide. Et ce qu'il avait découvert, c'est que lui, il ressentait une force. Donc, quand il se mettait derrière l'appareil qui génère ces surpressions, il ressentait cette force qui venait, donc à une certaine fréquence, appuyer sur son visage. Et ce qu'il avait découvert, c'est que cette force traversait tout ce qu'il pouvait mettre. Donc, il mettait des protections isolantes ou des protections conductrices. Il faisait que des essais. Donc, il mettait tout ce qu'il pouvait, même des cages de Faraday pour isoler. Mais ça traversait tout. Ça traverse même les murs. Donc, il avait découvert une force inconnue qui pénétrait tout. Et donc, ça, c'est la base de la gravitation. Donc, c'est là on comprend que la gravitation, c'est lié à une différence de pression. Donc, là, lui, il envoyait des petites impulsions et donc il ressentait cette force, mais la gravitation d'une planète ou de la Terre, c'est ce qu'il avait compris, c'est que ça crée une dépression. Donc cette énergie du vide se fait aspirer et donc ce qu'on démontre, c'est que la matière, en fait, la matière et l'éther, c'est la même chose. C'est l'éther se transforme en matière. C'est en fait les hypothèses, ou c'est ce que disait aussi Dan Winter, on est tout à fait en phase là-dessus, c'est que à la fin, l'éther devient un vortex. Donc il y a beaucoup de théories, ou même la physique quantique arrive à ces hypothèses. C'est que quand on dit dans la physique quantique que la matière est une onde, donc en fait la matière n'est pas solide, c'est juste un vortex. Qui est d'une taille infinitésimale, et donc on a l'impression que c'est solide, mais c'est un vortex, et c'est l'éther qui finit en vortex, et l'énergie après, l'hypothèse c'est que l'énergie va se transformer en onde de compression. Donc il va y avoir une onde de compression comme du bruit en fait, comme du bruit, et donc l'énergie va se redissiper après en onde longitudinale. Et c'est ça qui serait l'énergie du vril, la fameuse énergie que capteraient les ovnis. Il faut réussir à capter donc ces ondes, ces vibrations du vide. C'est comme on est donc je disais, on baigne dans quelque chose, l'éther. Donc c'est comme si on était dans un océan. Mais si cet océan est au repos, zéro vague, on ne pourra pas capter l'énergie de l'océan parce qu'il n'y a pas de vague. Donc il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait des vagues pour capter l'énergie. Donc là, c'est exactement pareil. L'éther, s'il était au repos, et c'est ce que disait Tesla aussi, c'est que il disait que l'énergie est présente partout, mais que si cette énergie est statique, on ne peut pas capter. Si elle est dynamique, là, on pourra la capter. Donc, je connais plus la citation précise, mais donc il a une citation comme ça. Et donc là, cet éther est présent, et en plus, mon interprétation, et c'est ce que disait aussi Dan Winter, c'est que la transformation de l'éther en matière par un vortex finit par générer donc des ondes de compression, et c'est ces ondes de compression qui vont pouvoir permettre de capter de l'énergie. D'accord. Moi, ça me rappelle un truc que Toran m'a dit, que quand il voyageait des longues distances, quand il n'utilisait pas des portails interdimensionnels, enfin des portails, ils se servaient, ils allaient d'étoile en étoile, ils approchaient des champs gravitationnels des étoiles, parce qu'il me dit ça nous permet de recharger l'énergie avec le champ gravitationnel des étoiles. C'est pour ça qu'on se recharge aller d'étoile en étoile. Donc, ça fait sens. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? La différence, oui, c'est exactement ça. Il faut de toute façon ce flux, il faut cette différence de pression pour pouvoir capter de l'énergie. C'est comme dans un barrage. C'est comme un barrage. Un barrage, il faut qu'il y ait une différence pour capter l'énergie quand l'eau va chuter, quoi. Et donc la gravitation, c'est exactement ça. Donc c'est la planète qui aspire. Donc c'est donc toutes les particules de matière aspirent l'éther, crée un vortex qui aspire l'éther. Et donc ça crée une dépression gigantesque au niveau de la planète ou de l'étoile. Donc toute cet éther est aspiré. Et ce qu'on appelle, quand on regarde la relativité générale, il y a une image classique où on voit la Terre ou un astre comme sur un trampoline, où on veut schématiser la déformation de l'espace-temps, la courbure de l'espace-temps.
eh bien, ce qu'on voit, c'est en fait, c'est la pression. Cette courbe, c'est la courbe de pression. Et alors, il y a une vidéo très intéressante sur Internet. C'est sur une chaîne qui s'appelle Science Click. Donc j'ai une photo qui donne ça sur ma chaîne, j'en parle aussi, et qui le gars a réétudié la relativité générale et il a compris en fait, c'est la première fois que je voyais ça, ce caractère dynamique de la courbure. Donc la courbure n'est pas statique en fait, et il démontre dans sa vidéo que la courbure c'est l'espace qui est aspiré en permanence. Donc c'est exactement ce que moi j'avais trouvé un an avant avec l'éther, c'est que un astre aspire l'éther. Eh bien, lui, sa vidéo montre la même chose, mais en parlant de courbure, mais il montre que c'est une courbure qui est aspirée en permanence. C'est exactement pareil. Et donc, il a compris que finalement, dans les équations de la relativité générale, il y a ce caractère dynamique que personne n'avait compris. Et donc, la gravitation, c'est l'éther qui est aspiré par la matière qui ont les vortex, les vortex qui vont finir par créer la matière. Donc ça, c'est la gravitation. Et donc, on est comme dans un courant. On est dans un rampe. On est emporté par le courant, c'est tout. On est emporté par le vent des terres. Parce que ce que je disais, c'est qu'une haute pression ou une basse pression crée du vent. Et bien là, c'est pareil. On est dans le vent des terres. Et c'est ça qui nous maintient sur Terre. Waouh, c'est assez impressionnant. C'est tellement logique. C'est tellement logique. J'ai une question. Quand vous dites c'est aspiré, l'éther est aspiré, ça va où après? Parce que ça. Alors moi, c'est la question que je me posais jusqu'il y a à peu près 2 semaines, jusqu'à faire l'entretien avec Dan Winter. Et donc lui, sa réponse était de dire, eh bien, ça va se transformer en onde longitudinale, donc comme du bruit, quoi, un gigantesque bruit. Donc là, ce vortex finit dans un gigantesque bruit dans l'éther. Donc c'est de l'énergie qui est dissipée, mais à très très haute fréquence. Alors j'ai trouvé 2 autres physiciens du coup suite à cette information de Dan Winter, j'ai cherché et j'ai trouvé effectivement 2 physiciens qui ont des théories très proches sur l'éther ou ce qu'ils appellent les quantas de l'espace. Donc il y a un physicien lui qui s'appelle Oliver Crane, une théorie sur les quantas de l'espace où lui dit l'espace, il y a des vibrations. Et bon, alors lui, il s'appuie sur un grand oscillateur central pour créer ces vibrations, mais finalement, je préfère l'explication de Dan Winter, qui est de dire que c'est à l'issue du vortex, la matière se transforme dans l'énergie en fait. L'énergie finit en onde de compression. Et il y a un autre physicien français qui dit exactement la même chose, qui est aussi quelqu'un d'apparemment très réputé, qui s'appelle Franck Delplace. J'ai découvert, j'attends son livre là incessamment, sous peu, sur la physique du XXIe siècle, et qui m'a dit oui, l'énergie finit par se dissiper. Et lui, en partant de la mécanique des fluides, il a pu revoir toute la physique quantique. Donc, il a reclassé tous les éléments uniquement par son approche de mécanique des fluides. Donc, sa théorie, je suis pressé de lire son livre parce qu'on est exactement sur les mêmes hypothèses. Voilà. Donc pour moi, cette énergie, ça va redonner des ondes de compression à très très haute fréquence. Donc, Oliver Crane parle de 10 puissance 23 Hz, des fréquences énormes. D'accord. Voilà. Donc l'énergie est convertie. L'énergie est convertie en fin de compte. C'est le propre de l'énergie, de sans arrêt passer d'une forme à une autre. L'énergie ne fait que ça. Voilà. Et donc là, ça va se convertir en onde de compression. C'est ma compréhension désormais de comment ça marche. Voilà. Et donc, alors j'ai découvert aussi très récemment, j'ai sorti un nouveau papier qui justifie encore le fait que l'éther, que la Terre ou un astre aspire l'éther. Donc c'est ce que je raconte dans mon papier, c'est que il y a une expérience très très célèbre en physique qui s'appelle l'expérience de Michelson et Morley, où donc à la fin du 19e siècle, ils voulaient mesurer la vitesse du vent d'éther.
Et donc, c'est avec avec un dispositif optique, avec un rayon lumineux. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais ça permet de mesurer la vitesse du vent d'éther en cherchant à mesurer une différence de vitesse de la lumière dans deux directions, devant et sur le côté. Donc, on va faire interférer les deux rayons lumineux et on va trouver une différence de temps et un déphasage. Donc, c'est cette expérience qui est une expérience très célèbre en physique, mais finalement, elle n'a pas abouti et il n'arrivait pas officiellement, la science considère qu'ils n'ont pas trouvé de différence de vitesse, ils n'ont pas trouvé de vent d'éther. Et c'est pour ça que Einstein a sorti finalement la théorie de la relativité. C'est à cause ou grâce à cette expérience qui a échoué que Einstein a dit non, même si la Terre avance dans le vide, la vitesse de la lumière est constante. Donc toute la physique actuelle part de là. Et en fait, quand on creuse le sujet, donc j'ai des livres là-dessus sur l'éther, et ils démontrent que finalement, cette expérience n'a pas échoué. Cette expérience avait quand même mesuré quelque chose. Et cette expérience a été refaite par un certain Dayton Miller dans les années 20, jusqu'en 1926, au Mont Palomar. Donc, il avait compris qu'on mesurait plus précisément la vitesse de l'éther. Il fallait se mettre en altitude pour éviter toutes les perturbations, parce que Michelson et Morley, ils avaient tout protégé, cloisonné. Bon, donc ils avaient tout fait pour que ça marche pas, quoi. En gros, ils s'étaient pénalisés, croyant bien faire, ils avaient trop isolé le truc. Donc lui, il a repris toutes les mesures et au Mont Palomar, on pouvait espérer mesurer 30 km par seconde, qui est la vitesse de la Terre qui tourne autour du Soleil. On se dit, on aimerait trouver ça. Et Dayton Miller, le maximum qu'il a trouvé, c'est 11,3 km par seconde. Et personne ne sait expliquer aujourd'hui pourquoi cette expérience donne ce chiffre. D'accord ? Et c'est ce que j'ai trouvé la semaine dernière. Et donc, c'est ce chiffre de 11,3, c'est la vitesse, la vitesse de l'éther qui pénètre la Terre, c'est 11,2. La théorie nous donne 11,2. C'est la vitesse de pénétration de l'éther dans la Terre. Okay. Et les expériences de Michelson et Morley reprises par Dayton Miller, à la précision de mesure près, ne dépassent pas ou plafonne à 11,3. Donc ça confirme que l'éther pénètre la Terre. Ah oui. Ça, c'est incroyable. C'est comme ces particules qui traversent la Terre. C'est la même chose. Ça s'appelle les. Oui, alors il y a les neutrinos. Les neutrinos. Mais donc après, il faut finalement toute la physique doit être repensée à la lumière de ces nouvelles informations sur l'éther. Et donc ça peut aussi complètement changer le schéma de pensée. Oui. Tout à fait. Donc, il y a peut-être même les particules. Dans la physique quantique, il y a plein de particules virtuelles, mais toute la physique quantique, pour moi, la physique des particules, ils ont inventé des choses pour compenser le fait qu'ils avaient supprimé l'éther. Donc, une fois qu'on le remet, on va peut-être pouvoir trouver des explications plus simples. Tout à fait. Voilà. Alors, continue. Oui, une question ou je continue ? J'avais une question au niveau du storage de l'éther au Frill, parce que l'on m'a dit on m'a montré qu'on pouvait l'emmagasiner, le storer dans des cristaux. Donc, mais peut-être vous vouliez terminer de parler de quelque chose avant de répondre à cette question. Alors, je peux répondre. Alors, je peux répondre à cette question. Pour moi, alors, il y a beaucoup. Tous mes travaux ont été faits en s'appuyant aussi sur un engin secret américain qui est une reproduction de véhicules Alien, qui s'appelle donc Alien Reproduction Vehicle, qui s'appelle le Fluxliner, qui a été présenté par quelqu'un qui s'appelle Mark McCandlish en 2001. À une conférence très célèbre qui est le Disclosure Project. Et donc lui après il a présenté cette histoire où un ami à lui a pu voir cet engin lors d'un show aérien, prendre des croquis, et lui Mark McCandlish était un dessinateur, graphiste, etc. hors pair, et il a pu dessiner très précisément cet engin et après étudier cet engin.
Et dedans, il y a une colonne centrale avec du mercure ionisé. Donc, toute l'histoire du Fluxliner retombe sur ce que vous dites sur donc la technologie du générateur central. Alors donc vous dites il y a deux, effectivement, il peut y avoir un peu deux technologies. Il y a des technologies à base de cristaux, des technologies, des colonnes aussi qui peuvent être à base de mercure. Donc là, ce qu'on a vu ou ce que lui a vu, et finalement où on a le plus d'informations, c'est plutôt sur les générateurs à mercure. Et alors sur les générateurs à cristaux, là il y a une autre histoire. C'est un autre physicien qui s'appelle Thomas-Henri Moret, dans les années 30, qui était un expert en cristaux et qui, soi-disant, effectivement, arrivait à capter l'énergie à base de cristaux. Mais là, on a très très peu d'informations là-dessus. Donc déjà, alors lui, il avait trouvé des cristaux qui étaient blancs, qui venaient de Suède, etc. Et apparemment, il arrivait à capter de l'énergie. Alors c'est un peu comme c'est exactement comme le poste à galène. Le poste à galène, la galène, c'est un cristal. Et puis, on met très simplement, on arrive à capter un peu d'énergie et à faire un poste de radio sans pile, sans rien, avec un cristal de galène. Donc, le cristal arrive à capter les vibrations de l'éther. Et sur les dispositifs que vous expliquez ou vous citez à base de cristaux, mon interprétation, c'est qu'effectivement, le cristal serait un amplificateur de ces ondes scalaires. Et après, en utilisant des technologies à plasma, ils arrivent à convertir ça, à récupérer l'énergie, etc. Je ne pourrais pas en dire beaucoup plus parce qu'on a très peu d'informations finalement sur ces technologies à base de cristaux. Donc j'ai plus travaillé sur les générateurs à mercure tels qu'exposés dans le Fluxliner. Oui, d'accord. Et je suppose que toutes ces différentes technologies, ces différentes substances utilisées pour la puissance centrale, ça dépend aussi des cultures ou des gens qui ont fabriqué les engins. Ça veut dire il y a des cultures différentes qui peuvent utiliser différentes choses. Et moi, on m'a parlé du frill, donc ou l'éther, et aussi de métaux rares. Donc ça peut être le mercure. Je remonte alors le deux schémas qu'on m'a montré. Donc il y a celui-ci et celui-ci avec donc cette colonne centrale qui contient un réservoir avec cette énergie cylindrique alimente un toroïde, un double toroïde qui peut prendre toute la place du vaisseau, ou la plupart du temps, on m'a dit le plus commun, c'est en dessous. Il y a la partie inférieure et les habitacles sont au-dessus. Alors, il y a un truc intéressant, c'est les aimants. Il y a des aimants qui sont placés autour de cette colonne. Oui. Alors, mon interprétation, c'est que donc la colonne centrale, ça va être le générateur électrique. Comme dans le cas aussi du Fluxliner où il y a cette colonne, donc que ce soit à base de cristaux ou à base de mercure ionisé, qui va réussir à puiser une puissance électrique phénoménale du frill, de l'éther, du frill. Et donc après les aimants qu'on voit autour, pour moi, mon interprétation, ça sert de démarreur au dispositif, donc au plasma qui va être dans le double toroïde. Donc, il va falloir le mettre en route. Et après, alors j'expliquerai quel est son rôle ce plasma. Mais une fois ces aimants, donc là, sont pour exciter le plasma dans le toroïde, ou c'est ma compréhension. Et alors, à quoi sert ce toroïde? Donc là, je vais finir mes explications sur la gravitation. Parce que c'est tout le cœur est là. Tout le cœur, voilà, ça c'est ces éléments-là qui pour moi permettent de mettre en mouvement le mercure ionisé ou le plasma dans les deux toroïdes. Donc au moins sur un des deux toroïdes. Et une fois que le mercure d'un des toroïdes est entraîné par le champ électromagnétique des aimants, le mercure, en fait, un plasma suit les lignes de champ. Donc le plasma va suivre les lignes de champ données par ces aimants, ces électroaimants. Il va se mettre en mouvement et après, donc en suivant les lignes de champ, et ce mercure ionisé va lui, à son tour, créer un autre champ électrique qui est perpendiculaire. Et ce champ électrique va entraîner le mercure qui est dans le deuxième toroïde.
Et du coup, il va y avoir un effet d'auto-entraînement, c'est-à-dire que le mercure dans le premier toroïde suit les lignes de champ, est entraîné, crée d'autres lignes de champ qui entraînent le mercure de l'autre toroïde. Et les deux se combinent et c'est ce qu'on appelle une dynamo. Ça s'appelle une dynamo MHD, comme magnéto-hydrodynamique. Donc là, on a normalement un système auto-entretenu. Alors, à quoi sert ce système auto-entretenu? Donc là, je vais finir mes explications sur la gravitation. Donc, une fois qu'on a compris que la gravitation, c'est un flux d'éther qui descend verticalement vers le centre de la Terre et qu'on est entraîné naturellement dans ce courant. Donc, c'est ça la gravitation. Le but, c'est de ne pas être entraîné par le courant. C'est ça l'objectif, c'est éviter de se faire entraîner dans le courant. Et l'astuce, en fait, de ces ovnis, ça va être de créer un vortex, de créer une bulle. Donc, il va falloir créer une bulle pour ne pas se faire entraîner par le courant descendant. C'est ça l'astuce. Et donc, le but de ce plasma, les plasmas, surtout avec des ions lourds, apparemment, auraient tendance à entraîner l'éther. Donc, le mouvement du plasma va mettre en mouvement l'éther et en le faisant tourner à toute vitesse, le vaisseau va être dans sa bulle. Et c'est comme quand il y a une tornade aussi, finalement les masses d'air, vous avez un ouragan, et l'air environnant ne peut pas traverser l'ouragan, il est obligé de faire le tour. D'accord? Donc c'est uniquement la mécanique des fluides. Donc là, vous créez un petit ouragan local qui entoure le vaisseau, eh bien le flux de gravitation est obligé de faire le tour. D'accord? Et la beauté de la chose, donc du coup, comme l'OVNI n'est plus entraîné par le courant, il flotte. D'accord? Et là, il est en sustentation, il flotte. Et alors, je viendrai un peu plus loin à l'explication aussi donc là, il annule la gravité. Mm-hmm. Mais ce qu'on va voir, c'est que cette même opération permet d'annuler la masse. Je vais expliquer un petit peu plus loin. Mais donc là, normalement, là, il ne fait que flotter. Donc, il n'est pas encore capable de se propulser. Il va falloir rajouter une deuxième force, une force de propulsion, et donc c'est ce qui est expliqué dans votre livre, comme quoi, en plus de ces toroïdes et de ces tokamaks, il faut la coque est découpée en secteurs pour pouvoir envoyer des impulsions de la propulsion. Donc, il va falloir. Donc, ça, c'est donc, c'est tout le principe de l'engin Fluxliner décrit par Mark McCandlish. Et vous trouverez sur mon site Chris Esson, Science Interdite, tout est expliqué comment marche le Fluxliner. Donc, on retrouve ce découpage, le socle du Fluxliner. Ce sont des plein de condensateurs en couches et découpés en secteurs comme un gros gâteau. Et envoyer, donc ça on refait où le principe c'est exactement ce que faisait Nikola Tesla avec ses bobines. Donc dans le Fluxliner, on retrouve ce principe de découpage de la coque ou du socle du Fluxliner sous forme de tranches. Donc c'est un socle de condensateur et donc il y a 48 secteurs qui permettent de faire ce que faisait Nikola Tesla avec ses bobines de Tesla. C'est-à-dire d'injecter des impulsions de courant de très forte intensité et donc ça va créer de la pression, de la surpression. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Avec les bobines de Tesla injectait de la pression dans l'éther, ou augmentait la pression dans l'éther. Et donc là, ces condensateurs, la partie de la coque qui est découpée en tranches, on va injecter dedans des très hautes tensions et ça fait une force de propulsion. Donc l'OVNI va se propulser grâce à ça, en plus de la sustentation. Donc il y a un double effet, la sustentation qui annule la gravité, et après il faut rajouter une force de propulsion. Et ce qu'on voit, c'est que dans les témoins, en fait, il y a beaucoup de témoins qui disent oui, mais l'OVNI qui était gigantesque, il est parti, mais à toute vitesse. Comment on explique que un objet qui puisse être gigantesque
partent comme ça, mais comme une balle de fusil, quoi. Et donc ça, c'est parce que l'OVNI annule sa masse. Voilà. Et alors, il faut comprendre, donc, tout à l'heure, j'expliquais ce que c'était la gravitation. Donc là, ça remet en cause tous les acquis qu'on a en relativité générale. Maintenant, on comprend mieux la cosmologie, tout le principe de gravitation, qui n'est pas une courbure, mais qui est un flux d'éther. La propulsion dans les condensateurs, pour comprendre ça, eh bien, c'est des choses que j'ai découvertes sur la partie électromagnétisme, où aujourd'hui, cette force qu'on appelle l'électrogravité est totalement inconnue de la science officielle. Mais donc, j'ai publié, donc là, c'est ce que j'ai publié aussi ou dans mes vidéos, où j'explique donc la physique ou les équations de l'électrogravité qui sont dérivées directement de la théorie de l'électromagnétisme. Mais il y avait des choses qui n'avaient les formules. Il y a une formule très importante qui n'était pas comprise et que j'ai complétée et qui donne l'accès à l'électrogravité. Et donc, il montre que quand on injecte du courant, des variations de courant très très élevées, on change la pression. Donc ça on complète la théorie de l'électromagnétisme et on rajoute finalement les ondes de compression d'éther. En fait, dans l'électromagnétisme ne connaît ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques, qui sont les ondes hertziennes, les ondes découvertes par Hertz. Et il y a une part d'ondes qui ont disparu, c'est les ondes, comme les ondes acoustiques, les ondes de compression qui devraient figurer dans la théorie de l'électromagnétisme, qui ont disparu. Et c'est celles que Tesla avait trouvées. Donc Tesla, dans ses conférences en 1880, à partir de 1891-92, expliquait qu'il avait trouvé des ondes, mais qui n'étaient pas les ondes hertziennes. Et il avait trouvé ces ondes-là. Et donc, la théorie de l'électromagnétisme, aujourd'hui, on n'en connaît que la moitié. C'est extraordinaire. On ne connaît que les ondes hertziennes et pas les ondes, ce qui s'appelle les ondes longitudinales, que certains appellent les ondes scalaires, mais le vrai terme, c'est les ondes longitudinales. Et donc là, on voit qu'il a fallu, pour comprendre le fonctionnement d'un OVNI, on revisite la relativité générale, on revisite l'électromagnétisme en rajoutant la moitié, donc tout ce qui a été perdu, donc c'est ces ondes longitudinales qui ont disparu. Et là, maintenant, pour comprendre l'annulation de la masse, il faut revisiter la physique quantique. La physique quantique, ou au moins la notion que les physiciens appellent le boson de Higgs. Alors, on entend parler dans les revues scientifiques de boson de Higgs, sans vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Ça nous passe largement au-dessus de la tête. Bon. Et alors moi, j'ai compris ça, mais il n'y a pas très longtemps non plus. Pareil, je ne comprenais rien. On ne sait pas trop. Là, c'est les physiciens, ils cherchent toujours des trucs très compliqués. Et c'est grâce à Étienne Klein, une interview extraordinaire d'Étienne Klein que je recommande c'était sur un canal, une chaîne qui s'appelle Thinkerview, et il a une interview d'1 heure sur la physique et le boson de Higgs. Donc, il revisite un peu, il explique un peu l'histoire de la physique et les grandes découvertes, et il nous explique ce que c'est que le boson de Higgs. Et donc, jusqu'en 1964, la physique quantique supposait que le vide était vide, les mêmes hypothèses que Einstein, que pour la relativité générale. Et puis, ils disaient, mais c'est quoi la masse ? Et ils avaient un problème dans la théorie de physique quantique, parce qu'ils trouvaient que les particules devaient avoir une masse nulle. Donc, la théorie quantique dit que les particules ont une masse nulle, et puis ils disent, ouais, mais on comprend pas, parce que c'est pas ce qu'on a, on n'a pas l'impression qu'elles ont une masse nulle. Et donc, ils en sont venus à comprendre que, effectivement, les particules, ce sont dans l'espace, dans le vide, qu'il y a autre chose. Et les physiciens quantiques l'appellent maintenant le champ de Higgs. Mais le champ de Higgs, c'est l'éther. C'est exactement la même chose. Mais ils l'ont appelé autrement. Ils n'ont pas voulu l'appeler l'éther, mais parce qu'ils lui ont donné le nom. Donc, c'est le physicien Peter Higgs, et puis deux autres physiciens, toujours à un mois d'intervalle à peu près, qui ont sorti chacun un papier, mais qui réinventent l'éther. Ils ont réinventé l'éther. Et la théorie du boson de Higgs, c'est de dire que la particule, se frotte, la particule qui accélère,
va se frotter au boson de Higgs qui remplit l'espace. Mais donc oui, la particule se frotte à l'éther. Et c'est ça qui l'empêche d'accélérer. Voilà. Et donc ça, c'est de la physique des particules, de la mécanique des fluides. C'est un résultat bien connu de mécanique des fluides que si une particule ou un ballon ou un objet est au repos, alors mettons, donc il y a une propriété quand même très importante qui est que cet éther est un fluide qu'on appelle parfait. C'est un fluide parfait, donc il n'a aucune viscosité. La viscosité, c'est le frottement. Mettons, l'air, on le ressent parce qu'il frotte un peu quand même, ou de l'huile sur qui va couler. Bon, ça frotte sur une paroi. Bon, il y a de la viscosité. Oui. Un fluide parfait, il n'y a pas de viscosité. Et donc on peut pas le sentir et c'est pour ça qu'on a du mal à le détecter parce qu'il est c'est un fluide parfait. Et il y a une règle donc en mécanique des fluides qui nous dit que si j'ai un objet qui avance, donc il a une vitesse constante, il va pas freiner. C'est le contraire on tire dans un ballon de foot, le ballon il freine parce que l'air frotte. C'est la viscosité de l'air qui fait freiner le ballon. Mais si l'air était parfait, le ballon il partirait, il s'arrêterait pas. Donc c'est la viscosité qui fait que le ballon freine. Mais donc dans l'éther, eh bien une particule qui a une vitesse constante, il n'y a pas de force et elle continue tout le temps. Par contre, si la particule accélère, là il va y avoir quand même une différence de pression entre la pression devant et la pression derrière. Et oui. Et c'est ça. Et donc ce que les physiciens appellent la masse, ils disent c'est le couplage ou le frottement quand la particule accélère. Et donc la masse, c'est la résistance à l'avancement quand on accélère. Et c'est ça en fait l'inertie. L'inertie, c'est exactement ça. En fait, donc la masse d'inertie, c'est notre frottement. C'est la résistance que l'on subit à vouloir avancer dans l'éther. Et donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'éther qui accélère, donc aujourd'hui dans un champ de gravité, le champ de gravité, le flux descend, mais en accélérant. Donc si le flux avait une vitesse constante, comme je viens de dire, c'est un fluide parfait, il n'y aurait pas de force, donc on flotterait. La gravité, c'est parce que ça accélère. La gravité, ça accélère. Et donc notre masse, c'est parce que donc on est entraîné dans ce flux qui accélère. Si maintenant l'OVNI s'arrange pour créer sa bulle, il est dans sa bulle, et donc là il y a plus de flux d'éther qui le traverse, et donc là il a une masse nulle. Et donc ce que fait l'OVNI, donc en créant sa bulle, non seulement il y a plus de flux qui va l'entraîner vers le bas, donc il flotte, et naturellement les particules ont une masse nulle, donc il n'a plus d'inertie. Et il suffit, donc après, il va donner des impulsions électromagnétiques, mais comme il a une masse nulle, finalement, les impulsions n'ont pas, une masse nulle ou presque nulle, les impulsions n'ont pas besoin d'être gigantesques. Ouais, donc, pour l'OVNI, en fait, se laisse porter comme il ne faut pas. Il faut pas aller contre le flux d'éther, il faut juste se laisser porter par le flux d'éther pour pas que le flux d'éther traverse. Donc, on crée une dépression tout autour de la coque et on se laisse porter, on se laisse flotter. Et donc là, on annule la masse et l'OVNI part à toute vitesse. Donc c'est toute la physique. En fait, toute la physique doit être repensée en utilisant l'éther. C'est incroyable. Oui, tout à fait. Et il y a aussi j'allais dériver sur l'hyperdrive, mais je voulais finir avec ça parce que c'est encore une application différente de ça. J'essaie de traduire en même temps français en lisant. Toran me dit, cela crée autour du vaisseau un champ électromagnétique très, très, très puissant, dont il explique au niveau des segments qui reçoivent des impulsions électromagnétiques pour calibrer et changer de direction. Et cela a aussi pour effet de créer un bouclier ionisé autour du vaisseau qui peut causer condensation dans certaines atmosphères humides
Et puis, ça peut aussi créer une décharge coronaire de plasma qui brille. C'est pour ça que ça brille. Oui, bah, de toute façon, C'est lumineux. oui, oui, tout à fait. Comme le mercure, le plasma ionisé tourne à toute vitesse, crée cette bulle d'éther, crée cette bulle. Il ionise aussi l'air ambiant, mais donc c'est un effet de bord. C'est pas l'objectif n'est pas de créer cet effet, mais c'est une conséquence au fait d'utiliser ce plasma hautement ionisé. Ça ionise aussi l'air autour. Mais le vrai besoin, c'est de créer cette bulle qui va isoler l'OVNI. Et l'autre effet de bord aussi, ou la conséquence, c'est le champ magnétique intense, parce que c'est pareil, dans l'électromagnétisme, on dit il y a un champ magnétique, mais les physiciens aujourd'hui ne savent pas ce que c'est un champ magnétique. Ils sont incapables d'expliquer ce que c'est un champ magnétique, parce que l'hypothèse, c'est que le vide est vide. Donc, ils peuvent pas imaginer qui va créer ce champ magnétique. Alors qu'en fait, le champ magnétique, c'est une conséquence du vortex, c'est un vortex d'éther. Donc, c'est l'éther en rotation, c'est une signature, en gros, de l'éther en rotation. Et là, c'est pareil. L'objectif n'est pas de créer le champ magnétique. L'objectif est de mettre l'éther en rotation. D'accord, c'est ça. Et alors, l'intérieur de l'habitacle est maintenu dans une gravité, une pression stable qui n'a rien à voir avec la pression extérieure. Donc, l'intérieur est isolé. Et vous venez d'expliquer, avec l'annulation de la masse, que le vaisseau n'est pas soumis aux frictions et à la pression du déplacement dans l'éther. Donc, bien sûr, à l'intérieur aussi, ils n'ont aucun ressenti du déplacement. Mais bon, ils recréent quand même alors justement, oui, alors. Tout à fait. Et donc là, je pense que la forme toroïdale a justement un intérêt. Alors bon, ça c'est mon hypothèse. C'est que justement, si la gravitation, on dit, c'est un flux d'éther accéléré vers le bas. Oui. Eh bien, faut se débrouiller à ce que le vortex local, l'éther local, il ait un mouvement accéléré vers le bas. Et donc, la forme toroïdale aide certainement à créer la bonne forme de flux pour recréer cette condition de gravité. C'est ça, c'est comme ce schéma avec le... voilà, donc si on dit, au centre du toroïde, le flux d'éther va tourbillonner vers le bas, et bien les gens vont être plaqués vers le bas du vaisseau. C'est mon interprétation. C'est ça, oui. Ça serait logique. Ça serait logique. Ça serait logique, tout à fait. Alors, Warp Drive, Hyperdrive. Alors moi, on m'a expliqué que, je vais lire le petit paragraphe, traduction instantanée. Alors, Hyperdrive ou Warp. Ça consiste en projetant un rayon d'énergie au devant du vaisseau et le vaisseau est aspiré en avant au lieu d'être projeté ou propulsé. Au lieu d'être propulsé, il est aspiré en avant. Une double hélice de plasma en rotation est projetée au devant du vaisseau dans une fréquence très courte, créant une distorsion dans le champ gravitationnel du vaisseau. Cela a pour effet que le vaisseau est donc aspiré en avant. Cela marche en créant une vague gravitationnelle de déplacement projetant le vaisseau pour quelconque distance au devant, avec bien sûr l'habilité d'ajuster la vélocité. Alors, qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Oui. Alors, pour comprendre ça, ça me fait beaucoup penser donc à un ovni qui a été décrit dans l'affaire Andreasson, qui est une affaire d'abduction de Betty Andreasson en 1967. Et il y a toute une série de livres qui ont été écrits par Raymond Fowler, qui était un enquêteur et puis aussi qui pratique l'hypnose, qui a donc étudié le cas de cette affaire d'abduction de Betty Andreasson et qui, elle, sous hypnose, qui avait des talents de dessinatrice comme vous, même bon, pas aussi bien, mais donc quand même qui faisait des dessins comme intéressants. Et donc ces ovnis ou cet ovni, alors qu'elle a été
abducté aussi un grand nombre de fois. Cet ovni a été étudié par après un scientifique qui s'appelle Paul Potter, qui a sorti donc un livre et à partir de ce livre, moi j'ai fait une vidéo qui explique ce que lui raconte dans son livre, hein. Et dedans, donc, il explique que cet ovni crée effectivement un champ d'énergie qui va tourbillonner et qui va être projeté vers l'avant du vaisseau, comme indiqué là dans votre livre. Alors, ma compréhension par rapport à ma théorie sur l'éther et la pression d'éther, mon interprétation, c'est qu'effectivement, ce jet d'énergie, pareil, va modifier la pression d'éther vers dans le sens où il est injecté. Il va chasser l'éther qui est devant. Donc il faut pousser, en fait, il faut pousser l'éther, faut pousser l'éther devant, changer la pression. Et mon interprétation, c'est que peut-être que ce dispositif a une portée beaucoup plus grande que l'électrogravité qui est utilisée traditionnellement avec les condensateurs, où là on va changer, on va envoyer des impulsions, mais bon. Moi, ma compréhension, c'est que peut-être que c'est une manière d'avoir une portée beaucoup plus grande et donc, du coup, de pouvoir atteindre des vitesses supérieures. Oui, ça, c'est tout à fait logique pour moi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il faut pousser l'éther sur une plus grande distance. Moi, c'est ma compréhension. C'est ça. Et en anglais, ils appellent ça des beam ships, des vaisseaux rayons. C'est ça, ça. Mais oui, quand on veut aller beaucoup plus vite, là, ils créent comme un tunnel de vide, en fait, de vide à travers les terres. Donc, il y a une autre technique qui est l'énergie sombre. Alors, vous savez, on nous donne des Legos, c'est à nous de les mettre ensemble. Oui, tout à fait. Alors, oui. S'il vous plaît. Ce que j'en comprends, moi, donc l'énergie sombre, tel que c'est décrit dans votre livre, ça parle d'énergie négative. Voilà. Alors c'est des choses que je maîtrise beaucoup moins. Alors, je sais qu'il y a un scientifique français qui s'appelle Jean-Pierre Petit qui, lui, a des théories qui s'appuient sur de l'énergie négative. Il y a certainement des idées effectivement autour de ça. Donc c'est différent. Donc les théories de Jean-Pierre Petit n'utilisent pas l'éther. Donc pour moi il y aurait les deux. Il y aurait de l'éther et de l'énergie négative. Il faut trouver finalement à fusionner les deux théories. Mais donc, l'énergie négative, j'ai quand même encore un peu de mal à comprendre, à me représenter qu'est-ce que ça peut être et comment, surtout, cette énergie négative va créer une connexion. Parce que ce qu'explique votre livre, c'est que c'est cette énergie négative qui permet de connecter des points de l'espace. Voilà. Alors ça, c'est des informations qu'on a quand même depuis un certain temps via l'ancien directeur des programmes secrets de Lockheed Martin, qui s'appelle Ben Rich. Donc j'avais vu sur ma toute première vidéo, j'en parle. Donc ça, il avait expliqué que tous les points de l'univers sont connectés et que donc ils savaient faire et qu'ils avaient la technologie. Donc finalement, c'était les programmes spatiaux secrets dans lesquels Lockheed Martin est impliqué. Et donc le CEO de Lockheed Martin, des programmes spatiaux secrets qui s'appellent les Skunk Works, sur son lit de mort a déclaré ça, que tout l'univers tous les points de l'univers sont connectés. Mais bon, ça c'est encore une physique que j'ai pas réussi à comprendre d'un point de vue pratique, comment ça peut se faire. Et ça nous ramène quand même à une expérience qui, soi-disant, aurait été faite, la fameuse expérience de Philadelphie dans les années en 43, où Tesla avait été impliqué, mais juste c'était avant, il est mort lui en janvier 43, donc il n'a pas pu voir, mais soi-disant il a servi de conseiller. Mais donc l'expérience de Philadelphie, ils auraient fait des choses avec des très hautes tensions aussi, où ils auraient connecté, ils auraient réussi à projeter le bateau dans le temps, dans les années 80, où il y a des choses quand même très troublantes. Donc il y a un film là-dessus, l'expérience de Philadelphie, qui est fantastique. Mais je peux difficilement donner des informations fiables sur ce sujet. Voilà. Donc voilà. D'accord. J'ai pas d'éléments suffisamment concrets pour donner un éclairage fiable. Voilà, mais c'est toutefois intéressant de lancer la
le sujet et je veux dire à comprendre. Moi, ce que je comprends personnellement, mais je peux me tromper, de cette énergie négative, c'est que les particules d'énergie, au lieu d'irradier de l'énergie, de donner l'énergie, aspirent l'énergie. Et que ça va à l'intérieur, ça crée des mini-vortex. Parce que c'est ma façon de le comprendre. Parce que il me dit que c'est cette matière-là, cette énergie qui est utilisée pour les Stargate et les portails qui font des sauts comme ça. Et que c'est cette espèce de substance qui paraît liquide. Mais alors le film Stargate le représente très bien. C'est le même effet visuel, plus ou moins. C'est une matière qui aspire, ça crée des mini-vortex. Chaque particule est un trou noir, en fait. C'est la façon dont je le comprends. Est-ce que ça résonne avec vous? Donc ce que j'ai du mal à comprendre personnellement, c'est comment après on peut traverser ça sans être détruit c'est ça. Là-dessus, parce que même si on connecte le point, après il faut le traverser et en ressortir vivant. Donc là-dessus, moi j'ai vraiment aucune. C'est très très mystérieux. On manque vraiment d'éléments pour comprendre la physique derrière. Très très bon. Non, j'ai pas plus d'informations malheureusement autour de ça et j'ai pas réussi à trouver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est raccrocher ça à la physique actuelle ou à la physique corrigée. Où est-ce qu'on va connecter ça? Bon, je ne sais pas. Voilà, tout à fait. C'est encore plein de choses incroyables à comprendre tout à fait. Et à adapter à ce qu'on sait. Et je veux dire, là, moi, je pense que là, l'humanité, au niveau scientifique, on est en train de faire un bond. Je ne sais pas si c'est votre impression, mais ça va à toute vitesse. Là, on comprend de nouvelles. On remet en question les lois de physique qu'on croyait définitives. Tout à fait. C'est exactement. Moi, je trouve que c'est exactement comme quand il y a eu Copernic et Galilée qui ont remis en question toute la compréhension du modèle géocentrique de l'époque et qui ont dit non, c'est tout faux, la Terre tourne autour du Soleil et pas le contraire. Et ce qui est fabuleux, c'est que déjà à l'époque, ils disaient mais on a déjà notre modèle, il marche bien. Ils avaient tout modélisé, avec les épicycles, ils savaient prédire toutes les éclipses, etc. Ils disaient non, mais donc le modèle d'un point de vue mathématique marchait très bien, mais d'un point de vue physique, c'était n'importe quoi parce que des épicycles, c'était franchement n'importe quoi. Mais ils avaient un modèle mathématique et ils disaient non, ça marche. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil. La relativité générale, c'est un modèle mathématique. La physique quantique, ce sont des modèles mathématiques. Mais alors, la compréhension physique qui est derrière ça, zéro, parce que forcément, les hypothèses sont pas les bonnes. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'avec des hypothèses fausses, ils avaient réussi à créer des modèles mathématiques qui donnaient des bons résultats. Donc, ça paraît dingue. Et que maintenant, il va falloir tout remettre à l'endroit. Il y a un peu de travail, ça marche. Oui. Donc, ça va être très, très intéressant. Mais aujourd'hui, les gens disent, non, ça marche. Les physiciens ont raison. Regardez, ça marche. Mais non, mais les maths sont bonnes, ou arrivent au bon résultat, mais alors que tout est inversé. Les vraies hypothèses physiques sont inversées. Donc, il va falloir tout remettre ça à l'endroit. Mais bon, en fait, en quelque sorte, c'est mon impression. On peut élaborer des formules mathématiques pour même des choses qui ne marchent pas. Bien sûr. Oui, voilà. Oui. On arrive toujours à trouver la formule qui va correspondre. Voilà, c'est ça. Mais la réalité, c'est carrément autre chose. Oui, attends, le parallèle est très très intéressant. Mais pour moi, on en est exactement au même point. Ah voilà. C'est assez excitant. Il y a un point que je voulais vous évoquer. J'ai oublié de le dire quand on parlait des doubles toroïdes et le mercure à l'intérieur. Donc moi, on m'a dit qu'il y avait du mercure à l'intérieur. Quand vous avez, alors c'est comme ça que nous avons connecté, vous et moi, parce que je vous ai contacté, parce que vous étiez interviewé dans une émission, je crois que c'était Nurea TV. C'est ça, oui, c'est ça. Oui. Et vous avez mentionné donc ce dessin que j'ai fait. Et alors, on m'a dit que c'était du mercure. Et le fait, alors expliquez-moi ce que vous avez trouvé, vos réflexions
Oui, oui. Donc vous indiquiez dans le livre que c'était du mercure rouge et le schéma tel qu'il est fait m'a amené à comprendre que ce sont des ions, les ions dans le plasma là, ce sont des ions négatifs. Et pour moi, le mercure Hg2+, c'est un ion positif. Et je me dis, bah ça c'est curieux. Je savais pas que le mercure, il pouvait y avoir des ions négatifs. Et du coup, j'ai cherché, bon, qu'est-ce qui existe comme ion de mercure qui soit négatif. Et je suis tombé sur des ions. Bah, il y a des ions qui s'appellent les ions de iodure de mercure, eux qui sont rouges. Je dis, ah, c'est intéressant. L'iodure de mercure est rouge. Bah, en gros, c'est le mercurochrome, hein. Le Ok. mercurochrome, c'est un peu pareil, quoi. Bon, là, ça serait pas ou c'est l'iode, de l'iode et du mercure, voilà, Donc les c'est les vaisseaux deux. marchent au mercurochrome. Bon. Et alors Dan Winter lui dit que c'est plutôt des ions d'oxyde de fer en plus. Bon, mais donc en tout cas, on a des ions négatifs et qui sont de couleur rouge. Et donc et on retrouve donc des témoignages aussi dans le Disclosure Project où il y a un sergent, lui qui est intervenu sur un crash Johnny, où là il disait que c'était pourpre. C'était lui il disait qu'il y avait un fluide qui coulait qui était pourpre. Donc voilà, rouge, pourpre, on n'est pas loin quoi. Voilà. C'est ça, c'est incroyable. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner parce que ça m'a vraiment épaté parce que Toan m'a envoyé l'image de dessiner les flèches tournant dans ce sens-là, mais j'avais aucune idée pourquoi dans ce sens-là et pas dans l'autre. Et Oui. ça, oh, waouh. Non, ça, c'est quelque chose qui m'a quand même impressionné. Donc, voilà. Et puis, bon, il y a aussi, après, il y a la navigation, mais la navigation, c'est toute un autre domaine. On m'a dit qu'on pouvait naviguer un vaisseau par la conscience, parce que il y a une espèce d'intelligence artificielle dans ce vaisseau qui a une conscience basique artificielle. Hein. Moi, je veux faire la différence entre conscience et âme. Une conscience n'a pas forcément une âme. Donc, les gens font souvent la différence. Une intelligence artificielle, c'est juste une intelligence. Voilà, c'est un super ordinateur. Et certains pilotes peuvent connecter leur conscience, leur intelligence à l'intelligence du vaisseau par des ondes cérébrales. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Alors, alors ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a, je ne sais pas si vous connaissez aussi, ça c'est un témoignage que j'ai découvert moi dans le premier livre de Michael Salla sur les programmes spatiaux secrets, qui est l'histoire d'une soucoupe développée par certains Otis Carr dans fin des années 50, en 58-59. Et bon, j'ai une vidéo aussi sur ma chaîne l'Odyssée. Donc, il faudrait que je la réactualise. Mais donc, il explique l'histoire de cet engin, l'OTC X5 que Otis Carr avait développé. Et Otis Carr l'a développé parce qu'il avait appris ses connaissances de Tesla, parce qu'il avait connu Tesla quand il était jeune dans son hôtel. Il était étudiant. Il a fréquenté Tesla pendant 3 ans. Et donc, dans les années 50, il en est venu à développer cet engin, l'OTC X1. Et d'après le témoignage, donc il y a des vidéos sur Internet de son pilote Ralph Ring, qui était un ancien plongeur qui a travaillé pour le commandant Cousteau sur la Calypso, et qui raconte, lui, il a participé à l'unique vol de cet engin avant que leur recherche soit interrompue par le FBI. Et il disait que l'engin interagissait avec la conscience. Donc, alors que là, c'était un engin fait en 1958 par Otis Carr, en gros, dans son garage, quoi. Donc, l'histoire paraît complètement dingue. Mais donc, ils interagissent. L'engin, soi-disant, se serait téléporté. Et eux, ils disaient, ils étaient connectés par la conscience à l'engin. Donc ça passe. Donc quand j'ai relu ça il y a pas dernièrement, je dis ça, c'est incroyable parce qu'effectivement, peut-être que cette technologie est pas si inatteignable que ça. Et donc c'est ce que racontait déjà Otis Carr en 1958-1959. D'accord. Extraordinaire. Moi, j'ai un ami qui est décédé après qu'il ait témoigné, Stephen Chua, qui a travaillé à la zone 51 dans les années 80. Il était pilote.
C'était un pilote. Et on l'a utilisé parce qu'il avait des ondes gamma très très fortes. Il pouvait en générer très fortement. On l'a utilisé comme cobaye pour piloter des F-15, des avions F-15 avec par la pensée. Et il raconte ça. Donc, il faisait parce qu'ils avaient des technologies extraterrestres qu'ils voulaient comprendre. Voilà comment ça marchait. Et alors, on m'a dit aussi que il y a deux façons de piloter par la pensée, soit directement par la conscience. Ça, c'est certaines races, ça dépend des races d'extraterrestres, et certains qui sont humanoïdes comme nous, des humains, nos frères et génétiques, ont besoin d'un implant, d'une technologie pour se mettre en phase. Ça dépend des races. Il y en a même qui réagissent à l'ADN. Ça veut dire que si vous avez une certaine ADN, vous ne pouvez pas piloter un autre vaisseau qui est fait par une autre race. C'est assez impressionnant. Oui, mais en fait, la conscience qu'on comprend, une fois qu'on a compris l'électromagnétisme, ce qui manque dans l'électromagnétisme, donc ces fameuses ondes longitudinales, c'est ce que Tesla avait découvert, donc, que ces ondes longitudinales, eh bien, sont capables d'interagir avec la conscience, parce que le cerveau, c'est un émetteur-récepteur d'ondes longitudinales. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça et qu'on a la technologie pour capter cette énergie et ces ondes de compression, eh bien effectivement on peut imaginer plein de trucs et donc ça peut on peut même se faire manipuler. Mais donc les ondes longitudinales, c'est le lien avec la conscience. Donc après, finalement c'est pas si inatteignable que ça. C'est ça, mais c'est expérimenté actuellement. Bien sûr, oui. Et il y a même des prototypes, là, comme celui d'Otis Carr. Tout à fait. Voilà. Il y a aussi des commandes manuelles Alors, on m'a montré des écrans holographiques qui réagissent au magnétisme du corps humain. C'est-à-dire, c'est un écran holographique qui est là, qui flotte. On met le doigt dedans et ça bouge des commandes, ça active des commandes avec l'électromagnétisme. C'est un hologramme. Ça m'a épaté aussi. Oui, ça doit te voir. Bon, plus rien ne m'étonne de toute façon, mais oui, ça doit être extraordinaire à voir ça, quoi. Là... Voilà. Et voilà. Bon, après, on a évoqué les différents moyens de se déplacer d'un point A au point B. Il y a alors on me dit le voyage linéaire. Tout bête, là ça peut être voilà, ce que j'ai expliqué là, la manière de flotter et de se propulser, ça c'est l'approche la plus simple. Voilà, on me dit quantum leap, le saut quantique, ça s'assimile à la téléportation, mais pas comme dans Star Trek où les particules voyagent d'un point à un autre, mais c'est une quantum résonance, c'est là et puis pouf, c'est là. C'est un peu ce que racontait Benrich, mais là, moi, je sais pas expliquer ça, même si, effectivement, là, dans les témoignages dans votre livre, vous dites que Toran, qui est à des centaines d'années-lumière, il arrive, pour venir ici, il lui faut quelques heures. Quand on fait le calcul, effectivement, c'est des centaines de milliers de fois plus vite que la lumière. Donc, s'il n'y a pas un raccourci ou une manière de connecter les deux points, on n'explique pas, mais quand on fait les calculs là avec les chiffres que vous donnez quand il est à l'autre bout de la galaxie à plusieurs centaines d'années-lumière, voilà, quelques heures il est là, ça donne des chiffres hallucinants. Oui, mais c'est comme en fait voilà, c'est le trajet linéaire j'allais dire n'est pas possible, mais peut-être oui, mais enfin je veux dire il faut que vraiment ce soit en ligne droite parce que non, pour moi, il faut se connecter et dans le temps de trajet, c'est le mettons, ce que j'imagine moi, ou s'il y a une Stargate, il faut aller au Stargate, voilà, c'est prendre ça. le raccourci et puis finir le trajet. Donc voilà, c'est ça. Le temps, il est là, mais voilà, c'est ça. C'est comme ça que je le comprends. C'est comme ça que je le comprends. Tony Rodriguez, qui a été enlevé dans la flotte noire, il explique les voyages de Stargate en Stargate. Il faut attendre un certain moment particulier parce que c'est voyager dans l'espace et aussi voyager dans le temps. Donc il y a une décalculation incroyable de partir au bon moment pour arriver au bon moment.
Et des fois, ils arrivent plus tôt, donc ils doivent attendre. C'est assez fou. Oui, d'accord. C'est assez fou. Ouais. Oui, voilà. Bon, après, il y a les trous de verre, les Stargate, on en a parlé. Voilà. La dernière chose, ah oui, c'est l'extérieur du vaisseau, le matériau, est élastique un peu. Enfin, c'est juste l'extérieur est légèrement élastique pour s'adapter au changement de pression et de champ. Et alors moi j'ai entendu des théories comme quoi on a pu développer avec des crashs. Apparemment c'était Roswell des matériaux à mémoire de forme et que c'était. Oui. Donc Mais bon, là-dessus, je ne saurais pas dire l'utilité, effectivement, ou quel est l'intérêt. Non, je ne saurais pas vous aider là-dessus. Voilà, c'est une question lancée dans les têtes. Mais ce que disait Ralph Ring, par exemple, quand ils étaient dans l'engin, eh bien, effectivement, le matériau était tout mou. Le doigt traverse. Donc là, c'est un peu ce que vous racontez. Ralph Ring dit dans l'engin, le matériau, il perd sa dureté, il devient tout mou. Et voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Et ça, on tombe aussi sur les expériences que faisait un certain John Hutchinson. Et l'effet Hutchinson, c'est un Canadien qui allumait des bobines de Tesla et donc il modifiait la pression des terres. Et donc les matériaux perdent leur consistance. Donc lui, il faisait fondre le bois dans l'acier pendant ses expériences. Dans l'expérience de Philadelphie, c'est la même chose. Où on dit que les marins s'étaient retrouvés fusionnés avec le métal. Donc tout devient mou. Donc finalement, ça ressemble. Si l'éther change de pression, on a l'impression qu'il se passe effectivement ces phénomènes. C'est ça. Et alors moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir approcher la coque d'un vaisseau, mais posé, parce qu'on ne peut pas sinon approcher. Avant que je touche, avant mon doigt à être en contact, le truc se rétractait légèrement. C'était assez impressionnant. Et ça m'a rappelé ce que mon ami Stephen Chow me disait à la zone 51. Il a vu une navette extraterrestre. Il a voulu s'en approcher. Et à chaque fois qu'il essayait de la toucher, le truc était comme vivant et se rétractait. Mais en fait, c'est juste une réaction automatique à la pression, à l'électromagnétisme. Voilà. Alors, ça me fait beaucoup penser aussi au témoignage de quelqu'un qui s'appelle David Adair. Je ne sais pas si vous connaissez le témoignage de David Adair. C'est quelqu'un qui a témoigné dans les années 70, où il disait c'était quelqu'un qui est très jeune, qui fabriquait des fusées dans les années 70 de mémoire, et ce qu'il faisait avec des réacteurs, il avait à réinventer, en gros le toroïde, etc. Et soi-disant, il raconte, qu'il avait été emmené à visiter la base 51 et voir, on lui avait montré un moteur ou un morceau d'ovni qui était stocké à la base 51 et lui finalement il interagissait avec la conscience de l'engin. Il a vu que l'engin était vivant et que lui avait le droit d'accéder. Il a eu le droit d'entrer parce que finalement il a été accepté par l'engin. Et donc ça, c'est les témoignages de David Adair. C'est fabuleux. Mais c'est des témoignages qui ont peut-être 20 ans. Mais quand on écoute ça, on veut pas, c'est impossible. Donc, il n'a jamais été cru. Il a jamais été cru parce que ce qu'il disait, il avait 20 ans d'avance, 30 ans d'avance. Donc, il raconte la même chose, que l'engin était vivant et que il le touchait, il changeait de, lui, il a été accepté pour rentrer dans l'engin. C'est ça, mais parce que peut-être il était à la même fréquence où il était enfin, je veux dire, je sais pas. Et donc ce témoignage est fantastique. Ah oui, merci. Je connaissais pas ce témoignage. Oui, c'est ça. Les vaisseaux en général, ont leur propre conscience qui est artificielle, hein, mais c'est vivant, ça réagit, ça. Exactement. Ouais. Oui. Mais donc son témoignage là, c'est exactement ce que vous racontez. Waouh.
Wow, bah oui, mais il va y en avoir de plus en plus des témoignages, vous savez, parce que les gens commencent à parler, se sentent en confiance, parce que des têtes brûlées comme nous, osent parler. Et ben, Chris, merci beaucoup. C'est vraiment très, très, comment dire, enluminant. J'arrive pas à traduire enlightening en français. Je sais plus parler français. Merci. Bah, de toute façon, c'est un vrai plaisir de participer avec vous dans cette interview. Et voilà. Merci beaucoup, Chris Esson. Tout le plaisir est pour moi. Et je suis sûre que tout le monde va se hâter d'aller cliquer sur tous les liens pour lire vos papiers et regarder vos vidéos dans la description en dessous. Donc, merci. Oui, je serai à Nantes aussi. Je vais donner une conférence à Nantes. Donc, les liens sont indiqués sur ma chaîne où j'annonce cette conférence. Voilà. Donc, vous trouverez les coordonnées. Donc, c'est le vendredi 25 février, si vous voulez être à Nantes à ma conférence. Voilà. À ne pas manquer. À ne pas manquer. Chris Esson, merci. Je demande toujours à mes invités de donner un avis de guidance pour l'humanité en ces temps de changement. Donc, quels seraient vos mots, s'il vous plaît? Pour moi, ce qui est très important, c'est de se préparer au contact et à les accueillir comme des frères, quoi. Voilà, il faut que l'humanité maintenant n'ait pas peur, en fait, et grâce aussi à vos témoignages, comme quoi les forces négatives ou les entités négatives sont parties. Et là, il faut se préparer au contact et à les accueillir et à montrer qu'on est digne. Il y a du travail un peu. Il y a du travail. Mais on est là pour ça. Merci beaucoup, Chris Esson. Merci énormément. Merci beaucoup.